Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes jeudi 3 juillet 2025. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal de Voici les principaux titres. Le Sénat burundais a approuvé la nomination de 5 nouveaux gouverneurs. Ces derniers ont été désignés pour diriger les 5 provinces issues de la récente réforme administrative. Selon des témoins, le gouvernement burundais est impliqué dans la traite des travailleurs émigrés vers les pays arabes, vers 3 médias internationaux. Et en fait, Kefani Wiz dénonce l'inaction des autorités face aux assassinats commis à Nyabiraba. Il juge inacceptable que des citoyens tuent impunément sous prétexte de sorcellerie et appelle la justice à punir sévèrement les immonés responsables de ces crimes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Ouvrons ce journal par la page sécurité, recrudescence des actes de chasse à l'homme visant des personnes accusées de sorcellerie en commune Nyabiraba dans la province de Bujumbura. Une personne a échappé de justesse à un lynchage orchestré par des Imbonerakure grâce à l'intervention de l'administrateur communal. Bartaza Miburo nous en dit plus. La personne qui a failli être tuée par les Imbonerakure habite sur la colline Raro de la commune Nyabiraba en province Bujumbura. Selon nos sources, cette personne a été arrêtée par des Imbonerakure dans l'après-midi de ce mercredi et a été sauvagement bâtie. La victime figurait sur la liste des sorciers. Elle a été sauvée de justice par l'administrateur communal, comme le précise notre source. Il y a une autre personne de la colline Raro qui a failli être tuée, mais l'administrateur communal qui rentrait de Bujumbura a vite intervenu et a sauvé cette personne. Notre source demande aux autorités administratives de sensibiliser, de tranquilliser ceux qui se sont exilés pour cette cause à regagner leur ménage. Il y a également d'autres personnes qui se sont exilées et dont nous ignorons leur destination. Demandons que ces personnes soient tranquillisées pour regagner leur ménage et surtout qu'elles soient en sécurité. La victime a passé la nuit au cachot de la commune Nyabiraba pour la protéger. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Michel Barakana, administrateur de la commune Nyabiraba. Il est donc choquant que des citoyens puissent octroyer en pleine lumière le droit d'assassiner d'autres personnes dans une localité encadrée par des autorités censées prévenir de tels actes. Telle est la réaction de Kefani Wizi, président du parti Codebu, après que des Imbonerakure ont sauvagement tué 6 personnes qu'il accusait de sorcellerie sur la colline Gassarara, commune Nyabiraba, en province de Bujumbura. Cet homme politique appelle la justice à infliger des sanctions exemplaires aux auteurs de ces crimes. Écoutez plutôt Kefa Niviz. Et tout d'abord, nous dénonçons ces actes ignobles de tuerie extrajudiciaire et nous adressons nos sincères condoléances aux familles attristées. Et nous dirions que ce n'est pas la première fois que nous entendons des tueries basées sur des croyances obscures de sorcellerie, mais les cas qu'on entendait, c'était des cas où les auteurs de ces crimes essayaient de se cacher, le faisaient la nuit et évitaient d'être reconnus. Mais pour ce cas, il s'agit d'une particularité parce que ça a été effectué par un groupe qui l'a fait au grand jour, au vu au su de la population et de l'administration. Ça veut dire qu'il s'agissait d'un groupe et qui ne s'inquiétait de rien et qui voyait qu'il est hors de la justice, il bénéficie d'une certaine impunité parce que on ne peut pas comprendre comment de tels actes puissent se commettre là où il y a l'administration, il y a la police, sans que les auteurs puissent s'inquiéter ou que ces barbaries puissent être arrêtées. Ça veut dire que soit l'administration et la police étaient complices de ce groupe de malfaiteurs, ou bien ils craignaient effectivement de pouvoir les empêcher d'effectuer leurs forfaits. Nous saluons le fait que le ministre de l'Intérieur est allé sur les lieux et exiger que les auteurs de ces crimes soient arrêtés, mais on ne devrait pas attendre que ce soit lui qui devrait le faire. La police et l'administration auraient dû faire ce travail avant le temps. Donc,
Nous demandons à ce qu'il y ait des enseignements méticuleux pour déraciner ces actes de barbarie à l'endroit des croyances de sorcellerie, mais aussi il faudra recadrer ces groupes de gens qui se croient au roi, qui se permettent de commettre l'ignoble en public et sans s'inquiéter. Nous demandions également que la justice soit faite dans toute indépendance, conformément à la loi, mais en donnant des sanctions exemplaires aux auteurs de ces crimes pour qu'on puisse décourager toute personne qui tenterait de faire de même. Toujours en page droit de l'homme, le gouvernement du Burundi est complice de la traite des travailleurs émigrés dans les pays arabes, et ce, pour ses propres intérêts. En témoignent certains responsables du parti CNDD-FDD à la tête des agences œuvrant dans le pourvoi de cette main-d'œuvre au Burundi, du moins selon un article signé par 3 médias internationaux. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Parmi les ténors du parti CNDD-FDD cités dans cet article figure le député Jean-Baptiste Ndigamassabo dit Gihahe, propriétaire de l'agence Eagle Agency for Youth Employment, basée en province Makamba, ainsi que Paul Ndimobandi, ancien secrétaire général de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, une jeunesse qualifiée par les Nations Unies de milice, utilisée à des fins de répression politique. Ce dernier est le patron d'une société de formation professionnelle et de placement de la main-d'œuvre, SFPPM en sigle, basée à Bujumbura. Ces 2 entreprises, selon le même article, engrangent des substantiels bénéfices et s'enrichissent sur le dos de ces travailleuses burundaises envoyées en Arabie Saoudite comme main-d'œuvre, sans jamais être inquiétées car couvertes par Gitega. En effet, soulignent les 3 médias ayant mené des enquêtes sur ce trafic humain, les 2 entreprises sont accusées de manquements graves aux règlements nationaux et de violations flagrante des droits humains, au moment où il est prévu que les organismes de recrutement des 2 pays et l'employeur ne facturent ni ne déduisent du salaire du travailleur domestique les coûts liés à son recrutement et à son déploiement. La situation est autre sur terrain. Selon les témoignages recueillis par les médias Ukweli Coalition Media Hub, Afrique 21 et Africa Uncensored, plusieurs femmes affirment avoir beaucoup dépensé pour partir. En plus des frais de passeport et d'autres documents requis pour constituer un dossier, ces dernières disent avoir versé un montant de plus d'1 million chacune en guise de frais de formation, et certaines font savoir qu'elles ont dû soudoyer les propriétaires de ces agences à raison de 2 millions de francs burundais pour avoir la chance de figurer sur la liste des employés retenus. Selon les mêmes témoignages, ces agences n'ont uniquement payé que les billets d'avion. Plus grave encore, certaines travailleuses se sont vues obligées de payer leurs billets retour, alors que ces frais devraient généralement être supportés par le gouvernement burundais au cas où l'agence qui a recruté ces travailleuses se désiste. Cet article dénonce également le détournement des salaires de ces travailleuses. En effet, chaque travailleuse touche entre 800 et 900 rials par mois, c'est-à-dire à peu près 165 €, alors que pour chaque travailleur envoyé, l'agence touche plus de 1300 €. D'après les enquêtes, ces sociétés burundaises auraient engrangé entre 25,5 millions et 34 millions de dollars américains pour les 17 000 travailleuses envoyées en Arabie Saoudite, raison pour laquelle elles cachent les contrats qu'elles signent avec leurs homologues en Arabie Saoudite. L'État burundais n'est pas aussi en reste. En effet, dans une note au public datée de 8 août 2013, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement détaille les critères d'attribution d'une licence d'agence de recrutement. Celle-ci doit verser à la Banque de la République du Burundi une caution d'un montant de 50 millions de francs burundais qui servira de réparation de préjudices subis par le travailleur migrant burundais. Et si le dossier est approuvé, l'agence de recrutement doit verser un autre montant de 100 millions de francs burundais sur le compte du Trésor public ouvert à la BRB. C'est au moment où le certificat de licence a une validité de 2 ans renouvelable, ce qui signifie que les agences devront à nouveau payer les 50 millions de francs burundais comme caution. Et au lieu de s'inquiéter du sort de ses citoyens, l'État burundais semble plutôt préoccupé par les gains qu'il tire de ce trafic. En effet, dit-on toujours dans le même article, le gouvernement burundais s'est targué d'avoir déjà encaissé un peu plus de 10 millions de dollars américains et 10 milliards de francs burundais, un montant qu'il espère voir augmenter vu que l'Arabie Saoudite a accepté d'accueillir 75 000 travailleurs migrants
dans les 5 ans à venir. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de comment le gouvernement, de même que les agences de recrutement burundais, n'ont cessé de violer sciemment les clauses du contrat bilatéral pour se faire plus d'argent en hypothéquant la vie de ses citoyens. Josiane Mouzaneza, certains étudiants du campus Mutanga de l'Université du Burundi dénoncent les mauvais traitements qu'ils subissent de la part des Imbonerakure présents sur le campus, dirigé par le représentant des étudiants, Simon Wazirutwao. Il s'étonne par ailleurs que ce dernier continue à occuper cette fonction alors qu'il a déjà terminé ses études. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. À part que le nommé Simon Wazirutwabo a achevé ses études universitaires dans l'Institut de pédagogie appliquée, département d'anglais, et même déposé son rapport de stage en octobre 2024, certains étudiants ne comprennent pas pourquoi cet individu reste à la tête de leur représentation alors qu'il a terminé son mandat. Les étudiants de l'Université du Burundi, campus Mutanga, disent qu'ils sont victimes de tortures leur infligées par des étudiants Imbonerakure commandés par Simon Wazirutwabo, à la fois représentant général des étudiants et représentant des Imbonerakure de cette institution. Un des étudiants du campus Mutanga témoigne. Je suis un des étudiants de l'université résidant au campus Mutanga. Le nommé Simon Wazirutwabo a terminé ses études universitaires depuis l'année passée. Bientôt, à la fin de l'année académique, ce sera ses deux mandats à la tête de la représentation des étudiants alors qu'il a déjà terminé ses études. Il est également le représentant des Imbonerakure de l'université du Burundi qui s'associe à eux dans différents crimes. Ces étudiants expliquent que certains d'entre eux sont quelquefois tabassés, accusés de rentrer tard la nuit. Ils reviennent également sur le cas du journaliste de la radio Bonesha FM Willy Kwizera qui a été sérieusement frappé à la fin du mois d'avril cette année 2025. Ces étudiants sollicitent que Simon Wazirutwabo soit changé. Nous demandons aux responsables habilités de nous aider à organiser des élections pour le remplacement du représentant des étudiants de l'Université du Burundi. À ce sujet, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Melchior Nahwahomba, directeur des services sociaux au sein de l'Université du Burundi, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Quant à Odasman Rabona, recteur de l'Université du Burundi, nous a signifié qu'il n'est pas au courant des cas de mauvais traitements subis par certains étudiants. Toutefois, cette autorité rectorale confirme qu'il y a eu retard dans le remplacement de ce représentant général des étudiants suite à un petit problème qui n'a pas été exposé. Emmanuel Nyungeko, après une courte pause, nous continuons par la page Droits de l'homme. Il n'est guère surprenant d'entendre les récentes déclarations de l'ambassadrice du Burundi à Genève lors de la 50e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, affirmant que les élections se sont déroulées de manière exemplaire et qu'aucun abus n'aurait été commis par les membres de la milice Imbonerakure. C'est du moins la réaction de Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition Sephora Arusha, qui rejette ces propos. Selon lui, le refus persistant du gouvernement burundais d'autoriser l'envoi d'un rapporteur spécial sur les droits de l'homme traduit une volonté manifeste de dissimuler les violations commises sous la gouvernance. Écoutez Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition Sephora Arusha. Le président de la République a déjà déclaré lui-même que les élections se sont bien déroulées, alors qu'il sait très bien ce qui s'est passé. Donc c'est le contraire, parce que ils étaient en course pour qu'ils puissent gagner, prétendre justement prendre le pouvoir comme cela sans coup férir. Et voilà pourquoi ils ont tout fait, ils ont mobilisé les gens pour traquer la population qui venait élire. Les rapports sont très nombreux qui confirment ce que je dis ici. Alors, par rapport aux Imbonerakure, aujourd'hui, il y a des choses quand même qui étonnent. Pourquoi nous voyons toujours des cadavres? Partout, dans toutes les provinces, il y a des cadavres qui traînent le matin. Qui fait ces cadavres? Et la justice, aujourd'hui, n'est plus. Elle est là pour peut-être acclamer ou exécuter les missions qui lui sont confiées par le pouvoir. L'enquêteur ou l'observateur des droits de l'homme qui vient des Nations Unies, bien entendu, ne peut pas être le bienvenu parce que le pouvoir souhaiterait que il exécute toutes ces sales besognes sans que personne ne dise « Ah, attention ». Donc, ça veut dire que les Burundais aujourd'hui est pris en étau, il ne peut pas bouger, il doit absolument subir ce que lui fait subir ce pouvoir. Et là, c'est là où on peut se poser la question, pourquoi? C'est vrai, le blanc est parti, mais nous avons des noirs qui nous dirigent et qui se comportent pire que les blancs. Parce que le Burundi n'a pas d'avenir, le peuple burundais n'a pas quoi manger, n'a pas de carburant. Et le président
ose dire, vous l'Église catholique qui nous jugez comme ça, et le pape a été élu sur combien de voix? Et le lendemain, on voit le même président et son épouse prendre les branches pour soutenir le Saint-Sacrement. Et on peut se poser la question, nous sommes dans quel pays là? Et en page politique, le Sénat burundais a approuvé ce mercredi 3 juillet 2025 les nominations des nouveaux gouverneurs à la tête de 5 provinces récemment créées dans le cadre de la réforme administrative du pays. Denise Ndaruhekeye a été nommé gouverneur de la nouvelle province de Buhumuza, tandis que le général-major Aloïs Ndaïkengurukiye prend les rênes de la province de Bujumbura. Parfait Mboninyibuka dirigera la province de Burunga et le général de brigade de police Victor Segasago a été désigné gouverneur de la province de Butanyerera. La province de Gitega, quant à elle, sera désormais administrée par Liboa Bigirimana. Toutes ces nominations ont été approuvées à l'unanimité par les membres du Sénat. Page gouvernance à présent, alors que l'année budgétaire 2024-2025 touche à sa fin, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités PARSEM constate un ralentissement des activités de développement menées par l'État, principalement dans le secteur des infrastructures. Selon l'organisation, ce ralentissement serait dû à une mauvaise organisation et à un manque de rigueur dans la gestion des projets publics. Fossé Ndikoumana, président de la PARSEM, appelle au gouvernement burundais à prendre des mesures concrètes pour relancer la croissance économique. Il encourage également les autorités à renforcer leur coopération avec la communauté internationale afin d'obtenir les soutiens nécessaires à l'achèvement des projets de développement. Si on analyse l'exercice budgétaire de 2024-2025, de la loi des finances 2024-2025, surtout en matière de la réalisation des infrastructures, on constate un taux de réalisation faible de ces infrastructures. C'est que le taux d'endettement continue à exploser alors que l'investissement tarit. C'est un problème. Quand un pays continue à s'endetter alors que l'investissement ne suit pas, on constate que même le remboursement de la dette va peser lourdement sur le budget. C'est qu'il faut constater qu'on ne pourra pas soutenir la croissance économique. D'abord, c'est au niveau des priorités budgétaires et de l'allocation des crédits dans le secteur de la construction des infrastructures. Donc, comme solution, il faut d'abord une amélioration au niveau des priorités budgétaires, consacrer un montant suffisant à l'investissement pour soutenir la croissance économique et intérioriser ce principe. Deuxièmement, la stratégie de mobilisation des financements à travers la coopération. Il ne faut plus être dans des réflexions instancées en disant que le Burundi s'autosuffit au niveau de la construction des infrastructures. Même Gigi Moulin qui vient de terminer, c'est le fruit par excellence de la coopération internationale. C'est le BAD, la Banque mondiale et l'Union européenne qui ont en grande partie contribué pour financer la construction de cette infrastructure qui va nous aider au niveau de l'augmentation de la capacité de production d'énergie électrique. Le partenariat public-privé, à travers l'investissement direct étranger, il faut améliorer des principes juridiques, des bases juridiques, organisationnelles claires, parce que dans d'autres pays, le partenariat public-privé contribue grandement dans le financement des infrastructures. Il faut vraiment organiser le pays, organiser le chemin de la croissance et promouvoir la crédibilité des investisseurs. Terminons ce journal par la page société. Le professeur Émile Moroha, l'un des tout premiers grands historiens du Burundi, a été inhumé ce jeudi 3 juillet en France, 2 semaines après son décès à l'âge de 85 ans. Une cérémonie d'hommage est prévue ce samedi à Bujumbura. Émile Moroha fut l'un des piliers majeurs du secteur éducatif burundais. Retour sur son parcours avec Dani Claire et la Trouve. Né en 1940 dans la commune Muruta, actuelle province de Kayanza, à l'âge de 9 ans, il commença ses études primaires en commune de Gatara. Émile Moroha effectua ses études à l'école normale supérieure de Bujumbura. En 1968, il y obtient un diplôme de professeur de géographie, d'histoire et de français. La même année, il part en France pour une maîtrise et soutient sa thèse à l'université de la Sorbonne en 1975. De retour au pays, il exerce de hautes responsabilités, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de 1975
1976 à 1978. C'est à cette époque qu'il initie la création du musée vivant de Bujumbura. Il occupe ensuite le poste de secrétaire général du parti Prona, puis celui du président de l'Assemblée nationale entre 1982 et 1987. Il dirige ensuite l'agence de coopération culturelle et technique ACCT de 1990 à 1992, avant d'y travailler comme conseiller jusqu'en 1994. Cette agence sera par la suite remplacée par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Entre 1995 et 1997, il intervient comme consultant international auprès de l'ACCT, de l'UNESCO et de l'Association internationale des maires francophones. Député de 1988 à 2004, il poursuit parallèlement l'enseignement à l'Université du Burundi jusqu'à sa retraite en 2012. Ses proches indiquent que partout où il est passé, il a su faire valoir son savoir-faire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du Burundi. Il a également fondé le Centre de civilisation burundaise. En 2017, un ouvrage collectif rédigé par ses collègues du Burundi et de l'étranger lui est dédié. Un demi-siècle d'histoire du Burundi à Émile Mourouha, un pionnier de l'histoire africaine. Merci à toi, Dani Claire et la Troumba. C'est ce reportage que nous clôturons le journal en français de ce jeudi 3 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.